Bonjour, Itinéraire prend cette semaine la route des musées bretons. Histoire, patrimoine, culture ou collections insolites, il y en a pour tous les goûts. On débute en Ille-et-Vilaine, ici au manoir de l'automobile de Loéac, un musée privé riche d'une collection de plus de 400 véhicules, de la mythique deux chevaux de grand-papa aux voitures de collection, aux voitures de sport les plus modernes, découvertes. T'as toutes les pièces, non? Il y a des trucs qui manquent. Bah, peut-être le jaune culasse à faire, non? Ah, je ne c'est moyen aussi. Pourquoi quand on met en route, l'autre jour, il y avait des bulles, non? Ouais, Il n'en restaure que 2-3 par an. Pas d'électronique sur ces voitures anciennes, la mécanique est simple. Le casse-tête, c'est de retrouver les pièces d'origine. Il faut donc courir les bourses spécialisées, comme pour cette Dauphine Sport des années 60. Carrosserie et sellerie sont aussi entièrement refaites, plus d'1 an de travail. Ce qu'on aime récupérer, c'est une voiture complète qui est restée immobilisée pendant X temps. Parce que quand la voiture a été commencée à démonter, on a récupéré pas mal de voitures qui ont été commencées par des collectionneurs. Et là, c'est une galère, il y a des pièces de perdues et c'est une perte de temps à récupérer les pièces. 95% des voitures exposées ici sont en état de marche. Au départ, dans les années 80, Michel Hommel, le patron de la revue de sport mécanique Échappement, ouvre le musée avec sa propre collection. Aujourd'hui, il retrace 100 ans d'histoire automobile à travers des modèles de différentes catégories. Quelques véhicules 1900, mais surtout ceux de la gamme sport. Courses de légende ou rallye, elles sont toutes là, comme cette Ferrari Berlinetta 250 GT, il n'en reste que 3 au monde, ou cette série de R8 Gordini, et bien sûr, les françaises Alpine. Nous, on a la toute première Alpine, c'était monté sur une caisse de 4 chevaux. Donc, je dirais que c'est les premières voitures, plus ou moins les premières voitures faites en polyester. Donc, ils récupéraient le soubassement d'une 4 chevaux Renault et ils greffaient plus ou moins une coque en plastique dessus. Et après, c'est toujours des dérivés, parce que c'était comme pas un gros constructeur. Donc après, il y a eu la 108. Alors, ils appelaient la 108 phare bulle. Donc c'était plus ou moins avec les phares enveloppés. Ça a gagné combien de rallyes? Ça a tout fait, ça a gagné partout, ces voitures-là. C'était une propulsion, en plus. C'était joueur comme tout. C'était une voiture de sport, quoi. Autre fleuron éphémère de l'industrie tricolore, les Facel Vega, construites entre 54 et 64 en Eure-et-Loire, alliance des styles sport et prestige. Quant au summum du chic, sous nos yeux, le rêve est intact. En grosse voiture de prestige, nous avons des Rolls, des Cadillac. Ça, c'est pareil, c'est des voitures un peu mythiques et du moins qu'on n'a pas vu beaucoup. Autrement aussi, on a les populaires, style Ami 6 de chevaux, R4, qui commencent à avoir un certain âme aussi du collectionneur. Renault, Peugeot, Citroën, avec celle-ci, c'était nous qui tenions le volant, celle-ci avec qui on a fait la route. Le compteur a tourné, d'où ce petit air de nostalgie au détour du musée. Sachez enfin que tous les samedis, le musée tire au sort des visiteurs qui ont la chance de faire un tour en voiture, dans ce cabriolet Mercedes par exemple. Nous, on regarde dans le rétro avec les archives de l'INA, c'était en 1965. Un sympathique journaliste rencontrait un collectionneur de 2 roues. Cet engin extraordinaire, qu'est-ce que c'est? C'est un grand bi de marque anglaise, puisque c'est un Singer. Autrement dit, c'est l'ancêtre de la bicyclette. C'est l'ancêtre de la bicyclette. Mais Singer, c'est la même marque que la machine à coudre. Oui, c'est le même nom. On allait vite avec ça? Non, très peu. Et là-bas, qu'est-ce que c'est alors? Ah, le bas, c'est le plus ancêtre. C'est une bicyclette Michaud, fabriquée en 1869. Les roues sont en bois, cerclées de fer. Et ensuite, nous arrivons à la Parisienne qui est de 1879. Nous arrivons également à voir le remarquable tricycle de facteur. Mais c'est vraiment pour des facteurs, ça. Ah oui, c'est des facteurs. J'oubliais ce joli petit vélo qui est très fantaisiste. Ah oui? Oui, si ça peut vous faire plaisir de rentrer avec au studio, je vous le prête. À bientôt. À bientôt, j'espère. Autre lieu, autre époque, autre passion, celle des lettres. La correspondance de la marquise de Sévigné est restée célèbre à travers les siècles. Alors on se retrouve dans sa résidence campagnarde, ici à Vitré, au Château des Rochers, en compagnie d'Yves-Alain de Ternay, le propriétaire des lieux. Merci de nous recevoir. Alors dites-nous, cette marquise de Sévigné, qui était-elle? Alors c'était une mondaine. Elle aimait beaucoup recevoir. Elle avait de grandes amitiés, surtout avec les personnes bien placées. Par exemple, du duc et de la duchesse de Chaulnes, dont vous avez les portraits ici, qui était gouverneur de la Bretagne à cette époque.
Elle les recevait beaucoup ici, notamment elle a écrit une lettre qui est très amusante quand elle s'était promenée avec Madame de Chaulnes dans les bois où il y avait eu une pluie formidable, qui les avait toutes trempées, alors elles s'étaient mises à courir les unes et les autres, elles étaient revenues ici. Est-ce qu'ici, à Vitré, elle écrira beaucoup? Elle écrira énormément puisque c'est l'endroit d'où elle aura écrit le plus de lettres, environ 25% du total de ses lettres. C'est l'endroit où elle était seule quand même, et la plus grande partie de ses lettres étaient pour sa fille, Madame de Grignan. Donc c'était son activité principale ici. Elle savait que ses amis seraient au courant des lettres qu'elle avait écrites et qu'on les lirait dans les salons. Alors pourquoi elle s'installe ici, dans ce château, ce manoir en campagne? Parce qu'elle est venue pour la première fois ici pour son mariage de noces. Et elle est tombée sous le charme de ce manoir, parce que c'était un manoir qui devait être assez sévère. Mais enfin, elle est tombée sous le charme, et puis elle a eu à en assurer la gestion assez rapidement, parce que son mari est mort très très jeune, au bout de 4 ou 5 ans de mariage. Donc c'est elle qui s'est occupée de cette maison. Mais elle y est restée quelquefois 2 années de suite, l'hiver. Et elle raconte que justement, il ne fallait pas la plaindre d'être en hiver ici, que c'était un endroit tellement délicieux. Alors si on veut retrouver l'ambiance de cette époque, une partie du manoir se visite, ainsi que le parc. Merci pour vos explications. Itinéraire, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez nous revoir, c'est sur le site internet de France 3 Bretagne.